Donc on a terminé la partie précédente en soulignant l'importance d'enseigner des compétences qui ont une réelle importance pour la vie de la personne et qui vont vraiment déboucher sur des comportements fonctionnels desquels elle va pouvoir se servir dans son environnement naturel. Et c'est donc un très bon moyen pour embrayer sur cette partie qui concerne, que j'ai intitulée les compétences de vie, de la maternelle à l'âge adulte. Les compétences de vie étant en fait ces espèces de compétences essentielles sans lesquelles on a beaucoup de risques qu'il y ait des troubles du comportement. Voilà. Alors, on va commencer par on va dire une étude qui est intéressante, qui s'appelle du coup Enseigner les compétences de vie en maternelle, qui a été menée par Hanley et des collaborateurs en 2007. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est une étude d'assez grande ampleur, puisqu'ils se sont... l'idée de base, c'était... pour des enfants ordinaires qui ont pas mal de problèmes de comportement, qui sont souvent aussi liés à des absences de parents, des choses comme ça. Comment on peut faire en sorte qu'en classe, on arrive à pallier aux troubles du comportement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement un petit peu contrecarrer ces déficits? Et bien que c'est une étude qui ne soit pas... focalisée sur les enfants porteurs d'autisme, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle essaye d'identifier ces compétences essentielles sans lesquelles, en fait, ça ne va pas bien se passer dans un contexte de classe. Et ils se sont basés, en fait, sur le recueil d'informations données par, je crois que c'est 3000 instituteurs de maternelle qui ont été interrogés. On leur a demandé, pour vous, si vous deviez nommer, je crois, 4 compétences essentielles que doit avoir un enfant pour que ça se passe bien, quelles seraient-elles? Et donc, les réponses... Après, voilà, ils ont fait donc, des recoupements statistiques et ils ont classé de la réponse qui revenait la plus souvent à la réponse qui revenait le moins souvent. Et ils se sont rendus compte déjà d'une chose, c'est que rarement les instituts citaient des compétences académiques, c'est-à-dire par exemple savoir écrire, ou alors connaître les prémices de l'écriture, ou des choses comme ça, vraiment des compétences, on va dire, ciblées sur un enseignement particulier, mais quasi systématiquement, ils donnaient des réponses de compétences plutôt qu'on appelle transversales, où on attendait donc... que l'enfant, donc je vais l'afficher, que l'enfant il sache suivre des consignes, ce qu'on peut parfois appeler bien écouter à l'école maternelle, qu'il ait un moyen de communication fonctionnelle, donc c'est-à-dire qu'il sache demander, au lieu de s'énerver, de se bagarrer, etc., qu'il sache demander d'arrêter une interaction, de pouvoir accéder à tel type de jeu, etc., de tolérer l'attente. Et la quatrième chose, la quatrième chose qui revenait, c'était développer des compétences d'amitié. On verra que ces 4 domaines, en fait, ils recouvrent 13 compétences spécifiques que je vais expliquer dans la suite de l'exposé. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une classe où, justement, il y avait... ce profil d'enfant qui avait beaucoup de troubles de comportement et pas mal de carences au niveau de l'implication des parents. Et ils ont mis en place un certain nombre justement de procédures pour enseigner ces 13 compétences de ces 4 domaines. Et ils ont eu une diminution de 73% des troubles du comportement et une augmentation de 25% des compétences attendues. Donc c'est plutôt un succès. Et ce qui est intéressant du coup vraiment dans cette étude, c'est que les compétences qui ont été enseignées, elles reposent sur le jugement quand même de 3000 enseignants de cette tranche d'âge et que du coup on peut quand même avec une certaine fiabilité se dire que ce sont vraiment des compétences essentielles qu'un enfant de 3 à 5 ans doit avoir. Parallèlement, presque parallèlement puisque c'est en 2012, mais sans doute qu'il y a eu des travaux parallèles, il y a une autre équipe de chercheurs, donc, dont McGreevy, Troy Fry, qui, eux, se sont penchés sur l'élaboration d'un outil d'évaluation pour adolescents et adultes avec, on va dire, des handicaps modérés à sévères, donc avec souvent un gros retard mental associé et très peu de compétences. Et donc, ils ont développé un outil d'évaluation qui s'appelle Essential for Living, c'est-à-dire les compétences essentielles pour vivre.
ce qu'on peut rapprocher de nos compétences de vie en maternelle. Et donc, ils ont recensé, donc en fait, ils ont dans leur outil d'évaluation, ils recensent ces 8 essentiels, donc ces 8 compétences sans lesquelles on aura beaucoup de chances d'avoir des troubles du comportement. Puis après, les compétences qu'une personne devrait avoir, qu'il serait bien qu'elle ait. Et puis après, plus, on va dire, les compétences de confort pour améliorer la vie, mais qui ne sont plus dans... Enfin, il y a une hiérarchisation entre les compétences vraiment essentielles vers des compétences de moins en moins indispensables pour avoir une vie de qualité. Et donc, ces 8 essentiels, donc c'est des compétences incontournables sans lesquelles les troubles du comportement ils seront nombreux. L'accès à des items, des lieux, des activités préférées sera limité et les interactions sociales seront peu fréquentes. Pourquoi ? Parce que justement, il y aura beaucoup de troubles du comportement. Alors, quand on a un adulte qui s'engage dans des troubles du comportement assez sévères, c'est compliqué avec lui de sortir dans des lieux publics parce que sur le moment, comment on va pouvoir gérer la situation ? C'est compliqué du coup de faire accéder à des environnements différents et donc à des choses variées. Ces 8 essentiels, ce sont les suivants, c'est-à-dire faire des demandes. C'est ce qu'on a vu à l'entraînement, à la communication fonctionnelle, etc. Donc savoir demander les choses dont on a besoin, savoir demander d'arrêter des choses qui nous sont désagréables. Attendre. On va faire le parallèle ensuite avec les compétences de vie en maternelle. Accepter le retrait d'activités ou d'items préférés. Faire des transitions, partager, attendre son tour. Voilà. Faire 10 tâches brèves consécutives acquises. Donc, c'est-à-dire pouvoir s'occuper un certain temps seul, quelque part. Accepter le non, donc accepter que quelque chose ne soit pas disponible, soit fini. Suivre des consignes liées à la santé et à la sécurité, donc tolérer des soins médicaux, des soins juste même d'autonomie personnelle, de gestion de soi. Accepter une interdiction, un non qui est posé aussi parce que c'est dangereux, qu'il faut s'arrêter. Réaliser des tâches de vie quotidienne concernant la santé et la sécurité, donc pouvoir, ne serait-ce qu'au niveau de la prévention, savoir se brosser les dents, ou en tout cas accepter le brossage de dents pour la prévention des soins dentaires, etc. Et tolérer des situations concernant la santé et la sécurité. Donc les 3 derniers domaines liés à la santé et la sécurité. Et donc quand on fait le parallèle en fait, entre ces compétences de vie en maternelle et ces essentiels pour vivre en tant qu'adulte, eh bien, en fait, on retrouve pas mal de choses, c'est-à-dire qu'en maternelle, le suivi de consignes, on le retrouve dans tout ce qui concerne le suivi de consignes lié à la santé et à la sécurité quand on est adulte. Tolérer l'attente, qu'on a vu comme étant un des 4 domaines, parmi les 8 essentiels pour vivre, il y a justement tolérer l'attente, donc savoir attendre. Les partager, qui fait partie des compétences d'amitié, dans les compétences de vie en maternelle, on le retrouve dans le tour de rôle partagé, etc., en tant qu'adulte. Et puis la communication fonctionnelle qu'on retrouve dans les 4 domaines chez le jeune enfant. Et au final, on le retrouve aussi dans les compétences adultes, dans pouvoir faire des demandes. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout au long de la vie, il y a quand même des compétences qu'on ait 3 ans ou 50 ans, qui vont être essentielles à acquérir pour diminuer grandement ses chances de s'engager dans des troubles du comportement. Donc, on va retourner sur les compétences de vie en maternelle, on va voir justement qu'est-ce qui a été enseigné à ces enfants pour diminuer les troubles du comportement et augmenter les comportements adaptés. Donc déjà, pour prévenir les troubles du comportement en classe, donc il y a plusieurs stratégies qui ont été recommandées, notamment faire de la surveillance par enfant et pas par zone, parce qu'un enfant, parfois dans les cours de récréation, on se dit voilà, cet institut surveille cette zone-là, l'autre institut surveille l'autre zone, sauf que les enfants passent d'une zone à l'autre et qu'on n'a pas une vision du déroulé en fait, de comment une situation en arrive à être problématique et donc on a un bien moins bon suivi en fait de comment se déroule au cas par cas une récréation par exemple. Ensuite, qu'il y ait des temps de jeu libres dirigés par l'enfant. Donc ça c'est un paramètre très important, on l'a déjà évoqué. Il faut que les personnes, qu'elles aient 3 ans ou qu'elles aient 50 ans, il faut qu'elles aient des choix. N'importe qui n'a pas de choix dans sa vie,
ne peut pas être satisfait. Enfin, c'est normal qu'on éprouve de l'insatisfaction si on n'a pas de choix. Donc c'est important de créer des situations de choix, et notamment chez les enfants en maternelle, il faut qu'ils aient des temps de jeu libre qui ne soient pas dirigés par l'adulte, où ils peuvent s'engager, choisir le matériel avec lequel ils veulent jouer et choisir comment ils veulent mener leur activité. Il faut aussi que dans les classes, il y ait de nombreux sets de matériel de jeu afin que les enfants ne se chamaillent pas pour obtenir... Enfin, parce qu'ils veulent tous le même. Donc, ok, j'ai 3 dinettes, j'ai 4 poussettes. Enfin, j'ai en tout cas un certain nombre de matériel de jeu en exemplaires multiples. Parce que ça diminue... Enfin, rien que le fait d'avoir ça, ça diminue significativement les petites chamailleries autour de ça. Et ça rejoint en fait ce qu'on avait vu juste avant, un environnement riche. Et la dernière stratégie générale pour prévenir donc, les troubles du comportement en classe, c'est d'avoir un planning prévisible. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants ils aient, à travers l'établissement de routines, qu'ils aient un peu une visibilité sur comment va se dérouler leur journée. Bien sûr, je ne veux pas tomber dans l'autre extrême qu'on trouve parfois chez les enfants avec autisme, où il y a une rigidité, dès qu'il y a un changement, c'est un gros problème, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait une prévisibilité minimum à travers l'établissement de routines et puis un déroulement de planning d'activités qui se ressemble d'un jour à l'autre ou bien à une périodicité définie. Ça permet aussi de prévenir les troubles du comportement. Voilà. Autre stratégie, donc oui, non, c'était pas la dernière, une autre stratégie générale. Donc, il faut qu'il y ait des félicitations, encouragements non contingents. Donc, on se souvient, ça fait référence au renforcement non contingent qu'on avait vu juste avant, fréquent. C'est-à-dire qu'il faut en gros que ce soit un environnement riche en attention, que l'instituteur, pour chaque élève, à différents moments de la journée, il puisse lui montrer qu'il est satisfait de ce qu'il fait et qu'il est content qu'il s'engage dans tel ou tel type de comportement. Bref, délivrer une attention positive. Qui est des consignes adaptées au niveau développemental. Donc, ça, c'est tout ce qui est prévention de l'échappement, justement, parce que on sait que si on pose des consignes trop difficiles ou on propose des tâches où l'enfant est en échec, ça va générer des troubles du comportement. Les consignes variées et liées aux activités. Donc, ça sous-entend aussi des activités variées. Hein. Si on fait des choses trop répétitives, et là, bon, ça peut aussi différer des enfants avec autisme parce que certaines cherchent vraiment la répétition de tâches, mais c'est notre rôle aussi de pouvoir amener une certaine variabilité et pouvoir leur présenter des nouvelles choses qui puissent potentiellement devenir renforçantes. Et enfin, l'enseignement incident et sans erreur, c'est-à-dire incident, profiter d'à peu près, de toutes les opportunités au cours de la journée et pas forcément se dire que j'attends une situation d'enseignement structurée où c'est prévu pour enseigner des choses, mais se dire que un peu chaque opportunité de ce qui se déroule est une opportunité d'enseigner quelque chose. Dans la cour de récréation, il y a une bagarre, et c'est une opportunité d'expliquer un petit peu comment prévenir ça, comment faire en sorte que ça ne s'envenime pas la prochaine fois. Quand on se lave les mains, c'est peut-être une opportunité de nommer les doigts, enfin bref, de faire en sorte que toute petite activité puisse être source d'apprentissage. Et enfin, sans erreur. Donc ça, c'est vrai que c'est une idée... pour en avoir déjà discuté avec différents instituts ou orthophonistes, etc., c'est une idée qui peut sembler contre-intuitive. On se dit, mais oui, mais si on fait en sorte qu'on guide tout de suite la réponse pour que l'enfant ne se trompe pas, il ne va pas expérimenter un peu cette recherche par essai-erreur pour arriver à ses conclusions. Ça, on peut le faire quand l'enfant il a déjà un certain nombre de stratégies qui tolèrent bien l'attente, qui tolèrent bien l'échec, etc. Mais quand on est en présence d'enfants qui n'ont pas de tolérance au niveau de l'attente, qui sont assez intolérants à l'échec, et en plus qui ont pas beaucoup qui rencontrent régulièrement des situations d'échec, l'enseignement sans erreur, ça va être important parce que ça va être une stratégie de prévention pour un petit peu arrêter d'associer nouvelle tâche d'enseignement égale mise en échec. Et aussi, en fait, ça va
permettre d'accélérer les apprentissages. Parce que si on guide tout de suite pour obtenir la bonne réponse, la personne, elle ne va pas passer par des tâtonnements, ou peut-être elle va retenir la mauvaise réponse avant de se souvenir, ça va rester embrouillé. Comme nous, en fait, ça nous arrive. C'est-à-dire que si moi, j'essaye d'aller à un endroit et que je passe par une route où je me suis trompée, avant de récupérer la bonne route, et ben la fois suivante, à l'endroit où je me suis trompée, j'aurai à nouveau un doute. Parce que justement, j'ai expérimenté le mauvais chemin. Et il existe parfois comme ça des parcours où, au bout de 10 fois, j'ai toujours le doute si je ne les répète pas de manière suffisamment rapprochée avec le bon chemin. Si à chaque fois, une fois sur deux, je fais l'erreur, au final, je vais continuer à faire l'erreur. Et alors qu'un apprentissage sans erreur, si j'avais directement suivi le bon chemin, n'aurait pas créé cet historique de succès-échec, et en fait un historique qui ne permet pas la meilleure efficacité de l'apprentissage. On confond aussi souvent apprentissage sans erreur avec le fait qu'on ne laisse pas l'opportunité à l'enfant de chercher, on va dire, sa solution. Si, mais on va faire aussi... Mais ça vient plus tard, en fait. Et on voit aussi par rapport aux enfants avec autisme, puisque là, je reviens sur l'autisme en particulier, il y a beaucoup d'enfants avec autisme qui vont apprendre des chaînes de comportement. C'est-à-dire que si, par exemple, je présente une boîte à forme à un enfant, peut-être qu'un enfant ordinaire, il va tâtonner et puis il va finir par trouver les bons emplacements pour encastrer les formes. Et ben, mon enfant avec autisme, il aura beaucoup plus des schémas, on va dire, rigides. Et il va, par exemple, si il prend le rond, d'abord il avait essayé le carré, le triangle avant de mettre dans le rond, il va beaucoup moins facilement qu'un enfant qui n'a pas ces difficultés-là, avoir la démarche à un moment de dire « Ok, je mets directement dans le rond ». Il va souvent avoir cette chaîne de comportement qui va se mettre en place. J'essaie d'abord le triangle, le carré, puis le rond. Le triangle, le carré, puis le rond. Et pas le rond. Et donc aussi parce qu'on a un petit peu parfois ces particularités du fonctionnement de la personne autiste, ça va être important de pouvoir guider un apprentissage sans erreur. Donc là, on va s'intéresser au premier domaine, suivre les consignes, pardon. On se souvient les 4 domaines, suivre les consignes, les compétences d'amitié, tolérer l'attente et la communication fonctionnelle. Donc au niveau du suivi de consignes, déjà, pourquoi est-ce que c'est si important ? Quand ils ont mené l'étude, ils ont aussi interviewé de nombreux parents et puis ils se sont rendus compte que justement la source de frustration, on va dire la plus fréquente rapportée par les parents, c'est le non-suivi de consignes de la part de leurs enfants. Et donc rien que ça montre la validité sociale en fait de cet objectif de travailler sur le suivi de consignes parce que ça a une réelle importance dans une vie de parent. Ensuite, bien suivre les consignes, ça facilite des routines de sommeil saines. Quel est le lien ? En général, quand un enfant ne suit pas de consignes, il ne suit pas non plus les routines. C'est-à-dire que si je lui dis que c'est l'heure d'aller se brosser les dents et que là, il ne suit pas ce que je propose et qu'il commence à partir à faire tout et n'importe quoi, on ne va pas réussir à mettre en place des routines qui vont rythmer ses journées. Et ça ne va pas amener du coup à une fin de journée qui va passer peut-être d'une courbe d'éveil fort à doucement diminuer l'éveil de l'enfant et l'amener vers le sommeil. Et donc, en ce sens, en fait, ça a une influence négative sur le sommeil. Et on sait bien qu'un sommeil sain amène aussi derrière de la coopération, des apprentissages dans des meilleures conditions et que ça a une grosse influence en fait sur le développement de l'enfant. Et puis, en fait, suivre les routines, suivre les consignes, ça facilite aussi la gestion de soi. Et c'est le but ultime, en fait, parce que c'est bien qu'un enfant suive des consignes, mais au final, ce qu'on attend de lui, c'est que peu à peu, on puisse s'estomper et qu'il puisse, lui, prendre le relais à se gérer lui-même. Et si déjà un enfant, il ne suit pas nos consignes pour pouvoir, au niveau des moments de repas, des moments de s'habiller, la toilette, toutes ces routines à nouveau, on ne va pas réussir à structurer ces moments pour qu'ils se déroulent sans pic émotionnel et sans grosse modulation. Et du coup, en fait, si une routine, elle ne se déroule pas comme ça de manière assez structurée, de manière assez semblable d'une fois à l'autre, on ne va pas réussir à mettre en place des routines sur lesquelles l'enfant il va pouvoir peu à peu lui-même prendre le contrôle. Voilà.
Alors ensuite, donc on a vu l'importance, et maintenant, pourquoi les enfants ne suivent pas les consignes? Alors ça peut être lié à des problèmes de compréhension. Dans ce cas-là, il faut donner toutes les aides nécessaires pour que l'enfant il comprenne la consigne et qu'il la fasse. Si par exemple je dis à un enfant va te laver les mains et qu'il ne comprend pas en fait, bien sûr qu'il ne va pas aller le faire, mais s'il ne comprend pas, il ne peut pas. Donc il faudra à ce moment-là que quand je lui dise, soit voilà, je lui montre une image en même temps de ce qu'il doit faire, ou alors que je l'accompagne, bref, que je donne tous les indices nécessaires pour que l'enfant il soit en réussite sur cette consigne. Ensuite, les enfants ne suivent pas les consignes aussi parce qu'ils obtiennent du renforcement pour ne pas suivre les consignes. C'est-à-dire que par exemple, si je ne suis pas les consignes, l'adulte, il va revenir vers moi pour redemander la même consigne. Et pour certains enfants, ça peut être un moyen d'obtenir de l'attention. Alors certes, ça paraît pas être de l'attention d'une bonne qualité, mais pour certains enfants, ils vont préférer avoir de l'attention de mauvaise qualité, entre guillemets, que pas d'attention du tout. Et du coup, il faut nous veiller à ce que, quand un enfant ne respecte pas une consigne, on ne lui délivre pas plus d'attention. Alors ce qu'on va faire, c'est on va reposer la consigne, on va directement donner toutes les aides qu'il faut pour que le comportement ait lieu, mais on ne va pas commencer à dire « mais tu sais, c'est important que tu le fasses parce que ceci » ou négocier, ou etc. On ne va pas rentrer dans ce type de comportement, sinon on peut justement donner des sources de renforcement à ne pas suivre les consignes. Et puis forcément renforcer dès qu'il y a du suivi de consignes. Donc à chaque fois qu'il y a de la coopération, féliciter et encourager ça. Et puis donc ça peut être donc du renforcement positif, mais aussi du renforcement négatif, c'est-à-dire qu'au final, une consigne est posée, et puis l'enfant ne le fait pas, et puis du coup la consigne elle n'est pas reposée, enfin elle n'est pas à nouveau posée. Et donc au final, l'enfant, c'est bon, il peut ne pas le faire. Si on est dans des schémas comme ça, forcément, si c'est permis, entre guillemets, il n'y a pas de raison que l'enfant ne s'engouffre pas là-dedans, entre guillemets. Un paramètre important aussi, c'est que nos consignes, il faut veiller à ce qu'elles véhiculent. Si c'est tout le temps des consignes qui ne sont pas agréables, forcément l'enfant il ne va pas avoir envie de s'engager dedans. Donc il faut aussi nous veiller à ce que quand on pose des consignes, on pose autant de consignes agréables que moins agréables. Par exemple, on peut dire tiens, t'as fini ton exercice, tu peux aller jouer. C'est une consigne puisqu'on lui signale que voilà, il y a ça qui est disponible, etc. Mais c'est une consigne agréable. Donc ce type de consigne doit avoir lieu, on va dire, à peu près à la même fréquence que des consignes type tu sors ton cahier pour faire les maths, sachant que les maths ne seront pas quelque chose d'apprécié. Hop. Ensuite, pourquoi encore les enfants ne suivent pas les consignes ? Parce qu'il y a un renforcement insuffisant du suivi de consignes, c'est-à-dire que je demande à l'enfant d'aller laver ses mains, il va se laver les mains, c'est couteau pour lui, et puis il ne se passe rien d'agréable pour lui. Il a fait un effort, il n'a pas été récompensé, il ne va pas avoir envie, entre guillemets, pour la prochaine fois de se réengager dans cet effort. Et donc il faut bien faire attention à délivrer une attention de qualité, l'accès à des activités préférées quand il y a eu du suivi de consignes, et puis des opportunités de choix aussi quand il y a eu du suivi de consignes. Et puis forcément, comme on l'a déjà évoqué, l'absence de conséquences quand les consignes ne sont pas suivies.